Comment défendre les libertés publiques, c'est le titre de l'ouvrage de Rosine Letron, publié à la Documentation française. On en parle tout de suite avec elle. Rosine Letron, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors pourquoi avoir écrit cet ouvrage sur les libertés publiques? Eh bien, parce que déjà, il me semble que les libertés publiques, a priori, ça intéresse tout le monde. Et en fait, quand on regarde les ouvrages sur les libertés publiques, il y a les manuels de droit destinés aux étudiants. Il y a aussi beaucoup d'ouvrages militants sur une partie des libertés publiques, le droit des étrangers, le droit des femmes, le droit des minorités, etc., qui sont tous certainement fort intéressants, mais qui dispersent un peu les libertés façon puzzle, si j'ose dire. D'accord. Moi, j'ai eu envie de regarder les libertés d'un petit peu haut, et non pas de m'élever de façon militante contre les atteintes aux libertés, mais bien davantage de voir ce qui, dans le système juridique actuel, pouvait en fait constituer des menaces pour les libertés, et donc quels étaient les moyens de remédier, de pallier ces menaces, D'accord. pour ensuite avoir un système juridique peut-être plus satisfaisant. Alors, on va essayer de bien comprendre ce que sont les libertés publiques. Quelles sont-elles et est-ce qu'il y en a des plus fondamentales que d'autres? Ah, alors là, vous posez la question de comment on les appelle. Quel nom on leur donne? Aujourd'hui, il y a là aussi une dispersion des noms. On parle des libertés publiques, des droits de l'homme, des libertés fondamentales, des droits humains même. D'accord. Les libertés publiques, ce titre, je l'ai choisi de façon neutre, dans la mesure où, voulant regarder les libertés d'un peu haut, la définition des libertés publiques est très simple. Ce sont les libertés qui sont garanties par le droit. Et en fait, la liberté est publique quand le citoyen lambda comme vous et moi peut aller devant un juge pour se plaindre que sa liberté a été violée, et le juge a les moyens de faire en sorte que les droits de la personne soient restaurés. C'est beaucoup plus facile que, par exemple, liberté fondamentale, parce que le terme liberté fondamentale, il est quand même un petit peu, comment dire, étrange, parce qu'il a été inventé, on le sait, par l'école aixoise, Louis Favoreux et ses élèves, en quelque sorte, et pour désigner des libertés qui ont un fondement soit constitutionnel, soit dans les traités internationaux. D'accord, Le problème, c'est que nous, en France, nous avons beaucoup de libertés qui ont un fondement législatif. Tout bien l'âge sûr. d'or des libertés, c'est la Troisième République. Donc, c'est restrictif. Et puis même, je veux dire, psychologiquement, quand vous dites liberté fondamentale, ça veut dire qu'il y en a qui sont moins fondamentales que d'autres. Or, en droit français, toutes les libertés doivent être garanties de la même manière, c'est-à-dire que vous pouvez aller devant un juge pour obtenir qu'elles soient respectées. Alors, toutes les libertés doivent être garanties de la même manière, mais comment garantir ces libertés? Alors là, c'est compliqué. Je serais tentée de vous répondre que les libertés ne s'usent que quand on ne s'en sert pas. C'est-à-dire que c'est aussi aux citoyens, à la personne, je veux dire, de s'assurer, d'être attentif au respect de ses droits. Comment les garantir? Alors, nous avons toute une série de juges, toute une série d'agences, et on a l'impression qu'aujourd'hui, je veux dire, dans les temps actuels, il y a de plus en plus d'autorités Oui, pour protéger les libertés. Il n'y a pas seulement le juge judiciaire et le juge bien sûr. administratif, on pourrait d'ailleurs discuter de la dualité. Il y a le juge constitutionnel qui est apparu en 58 et qui a commencé vraiment à exercer le contrôle en 71. Et puis il y a tous les juges européens. CJUE, Cour européenne des droits de l'homme, sans oublier les juges issus de la juridiction, par exemple de la CPI, de la Cour pénale Bien internationale. sûr. On pourrait vraiment citer une masse de juges et puis citer une masse de commissions, la commission consultative des droits de l'homme, les différentes autorités indépendantes, par exemple l'ARCOM, Bien garantit la sûr. liberté d'expression. Alors il y a une masse, on se dit c'est formidable, et puis en réalité, si on regarde, on s'aperçoit que c'est pas si formidable que ça. Pourquoi? D'abord parce que le citoyen a du mal à s'y retrouver. Je crois que c'est vraiment la première chose, ne serait-ce que d'ailleurs qu'entre le juge administratif et le juge judiciaire, il Bien a sûr. parfois quelques difficultés. Et puis parce que il existe, je veux dire, entre tous ces juges, et notamment le juge européen et les juges français, ce qu'on appelle le dialogue des juges. Alors la formule est délicieuse parce qu'on a l'impression que ça se passe très bien. On dialogue, on arrive à un deal, on est content, tout va bien. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? En réalité, il est très rugueux. Enfin, pas toujours. Parfois, ça se passe bien. Mais parfois, c'est assez rugueux. Si vous voulez, je pense, par exemple, à la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui a créé récemment les principes inhérents à la Constitution. En réalité, pourquoi est-ce qu'il a créé ces principes inhérents? C'est éventuellement pour pouvoir écarter l'application du droit européen.
Et c'est une réponse à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Le D'accord. Conseil d'État a fait à peu près la même chose, vous savez, pour l'affaire de la conservation des données par Oui. les fournisseurs d'accès à Internet. Le droit français exige qu'elle soit conservée pendant 1 an, le droit européen veut qu'elle soit immédiatement détruite, et le Conseil d'État, en fait, a réaffirmé dans sa jurisprudence la supériorité de la Constitution sur le droit européen pour se garantir de la jurisprudence de la Cour. Donc ce dialogue des juges, il n'est pas toujours très clair. Si on se met un instant à la place du justiciable, ça devient quelque chose d'apocalyptique. Il a beaucoup de difficultés à comprendre. Alors, vous venez d'évoquer la garantie des libertés publiques. Quelles sont les atteintes aux libertés et comment y remédier? Alors, les atteintes aux libertés, il y en a beaucoup. Dans ce livre, moi, je n'ai pas du tout voulu recenser les atteintes aux libertés, parce que les atteintes aux libertés, elles peuvent provenir, par exemple, de l'exécutif à un moment ou à un autre. Bien Et je sûr. dirais que, bien sûr, elles sont graves, mais il y a tout de même des juges, précisément, il y en a même une masse, on vient de le dire, des juges justement pour les faire cesser et les réparer. Donc, l'état de droit en France, on peut dire qu'il fonctionne à peu près, pas toujours parfaitement, mais il fonctionne à peu près. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de regarder quelles sont les atteintes, j'allais dire, intrinsèques au système. Je vous donne un exemple, il n'y a pas en France de pouvoir judiciaire. Si vous regardez la Constitution, le titre s'appelle de l'autorité judiciaire. Ça n'est pas neutre, Bien sûr. c'est évidemment, et à l'époque ça apparaît clairement dans les débats, D'ailleurs, les magistrats revendiquent un pouvoir judiciaire. bien sûr, parce qu'au nom de la séparation des pouvoirs, c'est quand même l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc, effectivement, l'autorité judiciaire, ça permet de maintenir la subordination du parquet à l'exécutif, qui n'est pas franchement un succès au regard du principe de séparation des pouvoirs, et donc ça empêche la création d'un vrai pouvoir judiciaire. On a vu tout récemment avec l'affaire Dupond-Moretti et les magistrats du parquet Tout à national fait. financier. Il y a tout de même eu dans les poursuites engagées par le ministre quelques problèmes liés à la séparation des pouvoirs. Pour finir, quelle place occupent les libertés publiques dans le système juridique? Alors, en principe, une place, je dirais, très élevée, puisque les libertés publiques ont quand même comme caractéristique en France d'être pour beaucoup garanties constitutionnellement, parce que la jurisprudence du Conseil a formidablement élargi le nombre de libertés à valeur constitutionnelle. La France est partie à beaucoup de conventions, dont la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, je dirais qu'il y a un système qui est un système efficace. Alors maintenant, on est aussi un petit peu victime de cela, parce Pourquoi? que, eh bien, il y a, par exemple, des libertés où, en fait, le juge est amené à faire une sorte de balance entre deux libertés, savoir laquelle va l'emporter. Par exemple, entre le droit à l'information des journalistes et le droit à l'oubli de la personne Il et la essaye de vie privée. concilier les intérêts. Voilà. Et donc, il va concilier les intérêts, ce qui est un peu normal, on ne peut pas le lui reprocher. Mais en revanche, on a parfois l'impression que certaines libertés passent un petit peu au second plan. Vous voyez? Et Vous avez un ça, exemple en tête? eh bien, oui, précisément, si vous regardez ce dont on parlait il y a un instant, la liberté d'expression dans la presse, il faut reconnaître que depuis 1881, la liste des infractions de presse s'est considérablement allongée, et donc le juge est amené à faire des appréciations qui sont des appréciations qui peuvent sembler subjectives. D'accord. Quel équilibre va-t-il faire? Et c'est toujours un petit peu, on a parfois l'impression de décisions de justice qui sont un peu impressionnistes. On va conclure là-dessus. Merci Roselyne Letron d'être venue sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes professeure en droit public à Paris-Sorbonne, Sorbonne Université. à Sorbonne Université. Tout de suite, on continue. On va parler horaire de travail atypique et santé des salariés.